vous avez rappelé ce que dit l'article 50 du traité de Rome. Il prévoit, sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération, première condition, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes. Et on a ajouté qu'il fallait que ce soit exercé à titre indépendant. Deux conditions. La première, en fait, c'est la condition d'indépendance. La deuxième, la condition de rémunération. Pour les experts judiciaires, en France, en particulier ceux qui sont sur les listes des cours d'appel ou de la Cour de cassation, pour moi, incontestablement, ils remplissent les deux conditions. Je crois que le problème n'a pas été posé comme il aurait dû l'être. Lorsque l'on envisage la qualification qu'il convient de donner à l'expert judiciaire au regard du traité de Rome, devenu par la suite, après les évolutions que nous connaissons, le traité de Maastricht, le traité d'Amsterdam, le traité de Lisbonne, puisque maintenant nous sommes sous l'empire du traité de Lisbonne, j'ai sauté le traité de Nice, nous nous plaçons sur un terrain qui est un terrain essentiellement économique. Qui est un terrain essentiellement économique et qui implique, par définition, l'existence d'une notion de marché. Alors, si nous nous plaçons sur ce terrain économique, il est bien évident que le prestataire de service correspond exactement à la définition que mon collègue et ami Jean-Jacques Daigre vous a donnée dans le cadre d'une interview précédente. Là, il n'y a strictement rien à dire, bien sûr. Mais précisément, la difficulté vient de ce que l'expert judiciaire est un prestataire de service d'une nature particulière. C'est-à-dire que l'on ne peut pas considérer que la prestation de l'expert judiciaire est une prestation ordinaire contre rémunération, mais il convient de replacer cette prestation dans le cadre des règles du procès équitable. Et alors à ce moment-là, on se trouve sur un tout autre terrain, mais qui n'est pas éloigné et qui est même maintenant complètement intégré à celui du traité sur l'Union européenne. On se place sur le terrain du procès équitable. Il n'y a pas de marché de l'expertise s'agissant de l'expertise judiciaire parce que l'expert judiciaire ou l'expert de justice est l'expert désigné par un juge pour l'accomplissement d'une mission dans le cadre du procès équitable. Et qu'à ce titre, il doit répondre à une certaine spécificité, donc à certains critères, non seulement de compétences, comme tout expert, ça va sans dire, mais également à des qualités d'impartialité, d'indépendance et de connaissance des règles du procès équitable qui en font un prestataire d'une qualité particulière en vue d'une mission qui n'est pas la mission d'un prestataire de service lambda. Si on s'en tenait à la vision française, le réflexe le plus logique serait de dire qu'ils participent manifestement à l'exercice d'une autorité publique parce qu'ils sont des collaborateurs occasionnels ou habituels pour certains du service public de la justice, étant dans cette fonction d'expert judiciaire désignés nécessairement par un juge, civil, pénal ou administratif. Mais ça, c'est entendre beaucoup trop largement la notion de participation à l'exercice de l'autorité publique. Il faut se placer dans l'esprit des règles européennes. Ces règles européennes ici, cette exception, il faut en avoir bien conscience, c'est une exception à un principe essentiel qui consiste à établir le plus largement possible la plus grande concurrence possible entre les prestataires du service. Donc c'est une exception qui doit être interprétée strictement, étroitement. Et à l'échelle européenne, elle est interprétée très étroitement. Il ne suffit pas de concourir, comme nous le disons, de collaborer ou d'être un auxiliaire de la justice, comme on le dit souvent des avocats. Mais il n'y a pas que les avocats, on pourrait le dire des experts, pour participer à l'exercice de l'autorité publique. À l'échelle du droit européen, cela doit s'entendre comme la participation directe. C'est-à-dire qu'il faut que celui, c'est pas l'expert dans mon esprit, vous l'avez compris, celui qui participe à cet exercice exerce lui-même une parcelle de l'autorité publique. C'est-à-dire qu'il est un pouvoir, un véritable impérium. Par exemple, de prononcer des sanctions ou d'exiger quelque chose, la communication du pièce, l'audition d'un sachant, ce que ne peut pas faire l'expert. L'expert intervient toujours
sous le couvert, pas seulement le contrôle, mais sous le couvert, sous l'autorité directe d'un juge. Donc pour moi, au regard du droit européen, il ne participe pas à l'exercice de l'autorité du service public de la justice. Alors précisément, de la question précédente découle celle-ci. Si l'on considère que la participation à l'autorité publique est celle qui doit être entendue au sens du traité de Rome et des traités subséquents, purement et simplement, du droit communautaire, je souscris totalement à ce qui a été dit par mon collègue ami Jean-Jacques Daire. Mais, en revanche, si l'on considère, ce qui est le cas, que l'expert judiciaire est investi d'une mission par le juge, si l'on considère également qu'au titre des textes de droit positif français, qu'il s'agisse du code pénal ou du code de procédure civile, du code de procédure pénale, voire du code de procédure administrative, il va être soumis aux mêmes règles qui ont trait à la récusation, à certains critères de protection qui sont ceux qui vont être ceux qui vont avoir à s'appliquer s'agissant des auxiliaires de justice ou s'agissant des juges, et il est bien évident que l'on comprend immédiatement que ce praticien, ce professionnel, va être investi occasionnellement d'une mission de service public. Un expert qui n'accomplirait pas correctement sa mission met en cause la crédibilité de notre justice, et un expert qui va se montrer partial ou manquer d'indépendance risque de nous faire condamner, de faire condamner la France à Strasbourg devant la Cour européenne des droits de l'homme. La qualification de collaborateur occasionnel du service public, qui a d'ailleurs été celle retenue par la juridiction administrative à la suite d'un arrêt Aragon, que chacun connaît bien, a tout à fait vocation à s'appliquer. Alors, ça, au regard du droit européen, c'est plus ambigu et c'est plus difficile à cerner. Si, en parlant d'assimilable à une profession réglementée, vous faites allusion à ce qu'on appelle la directive Bolkestein, qui a beaucoup évolué par rapport au projet de M. Bolkestein, je crois que la réponse est non. Ce n'est pas une profession réglementée, et d'ailleurs, ce n'est pas en droit français une profession réglementée. Ce n'est pas, d'ailleurs, pour le droit français, ce n'est pas une profession. C'est une mission qu'on peut exercer de manière quasi continue si on est très demandé, mais ça c'est un point de fait. Juridiquement, ce n'est pas une profession. Alors, je crois qu'il faut bien sûr se garder d'assimiler l'expertise de justice à une profession. L'expert de justice est un professionnel compétent, est un professionnel qui doit justifier de sa connaissance des règles du procès. Et j'en reviens au premier point, ce qui le distingue d'autres professionnels et par voie de conséquence d'autres prestataires de services. Et on ne saurait considérer que l'expertise judiciaire est une profession à partir du moment où il ne va collaborer qu'occasionnellement au service public de la justice. D'où d'ailleurs, on revient encore sur le premier point, d'où d'ailleurs l'absence de marché. Car il s'agit de l'exercice d'une fonction, l'espace d'une mission. Je pense, de mon point de vue, qu'on pourrait sauver les listes d'experts en France, mais alors à condition qu'elles soient réglementées d'une toute autre manière. Et il y a pour moi deux aspects fondamentaux. C'est peut-être pas les seuls, mais il y en a au moins deux qui me paraissent fondamentaux. Le premier, c'est qu'on y mette des conditions objectives d'inscription, mais qui soient des conditions connues de tous, qui soient non discriminatoires, qui ne laissent aucun pouvoir d'appréciation en pure opportunité à l'autorité qui sera chargée d'inscrire. C'est la première condition. Et la deuxième condition, c'est que l'autorité qui sera chargée d'inscrire et donc de constater qu'on remplit les conditions, c'est une autorité elle-même totalement indépendante. Le juge, de même que le justiciable, il convient de ne pas considérer comme étant un consommateur de droit, ce qui est horrible, a besoin de repères. Et on voit difficilement comment, hormis l'établissement de liste, dont peut-être les critères d'établissement méritent d'être encore mieux précisés, on ne voit pas comment, en dehors de l'établissement de liste,
le juge pourrait savoir à qui s'adresser lorsqu'il a besoin de requérir un professionnel d'une compétence particulière rompue aux règles du procès. Il a repris l'ensemble des textes avec cette particularité, c'est qu'il a intégré d'autres textes qui étaient extérieurs au traité des anciennes communautés européennes et de l'Union européenne. Donc c'est une question qui avait été évoquée par Patrick de Frombressin. À cette occasion, est-ce que ça permettrait, au travers de cet ensemble de nouveaux textes qui ont été consolidés, de faire appel, par exemple, aux principes fondamentaux de la Convention européenne des droits de l'homme? Oui, certainement, on pourrait y faire appel. Est-ce que ça changera quelque chose? Je pense que ce n'est pas de même finalité. Et je crains que ça ne suffise pas pour changer ces textes qui eux-mêmes sont précis. Parce qu'on ne poursuit pas le même but. La question est ouverte. Pourquoi pas? N'oublions pas que l'Europe qui s'est construite, et ça on n'y fait pas suffisamment attention bien souvent, est une Europe qui s'est construite avec d'un côté l'Europe des droits de l'homme, Europe du Conseil de l'Europe, qui est l'Europe de la Convention européenne des droits de l'homme, signée en 1950, regroupant les pays, les États membres du Conseil de l'Europe. Et puis, de l'autre côté, l'Europe de l'Union européenne, qui à l'époque était l'Europe de la Communauté économique européenne du traité de Rome, 1957, qui était une Europe dont la finalité première était une finalité exclusivement économique à l'origine. Et puis progressivement, grâce à l'évolution due à la jurisprudence convergente de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg et de la Cour de justice des communautés européennes de Luxembourg, eh bien, on s'est aperçu, grâce aussi d'ailleurs à l'évolution des traités, en particulier du traité d'Amsterdam, on a avancé vers une forme de convergence de l'économique et de l'humain. De cette convergence naît la réponse à votre question, dans la mesure où le traité de Lisbonne, ayant emporté ratification de la Charte de l'Union européenne sur les droits fondamentaux et ayant pour objectif d'intégrer la Convention européenne des droits de l'homme dans ses dispositions, eh bien, nous nous trouvons dans le cadre de dispositions dans lesquelles on ne saurait plus distinguer entre l'économique et les droits de l'homme au regard de ce traité. Et nous allons, par voie de conséquence, nécessairement devoir, dès que nous parlerons de ce traité de Lisbonne, envisager l'aspect économique tout autant que l'aspect droits de l'homme et, par définition, les règles du procès équitable. C'est pourquoi le fait d'aborder la question de l'expertise uniquement à travers la notion de prestation de service qui était celle du traité de Rome, traité à finalité économique, me semble être une vision dépassée. La vision d'avenir pour l'expertise judiciaire et pour l'expert de justice français et l'expert européen, car n'oublions pas que l'expert de justice français est le premier expert européen, comme le juge national français est le premier des juges européens, eh bien, cette notion d'expertise future doit être celle de l'expert considéré au cœur du procès équitable, parce que, comme le rappelle la Cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt contre la Belgique, dans un arrêt Cossin contre la Belgique, l'expertise constitue un élément déterminant du procès. Et lorsque cet élément déterminant du procès est un rapport d'expert, d'un expert qui ne répond pas aux critères requis pour que le procès équitable se trouve être respecté, c'est la justice de notre pays tout entière qui est en cause.